Vous êtes bien sur Mizane TV, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Saïd Bouamama pour un entretien consacré à l'actualité politique et la situation à Mayotte. Bonjour Saïd Bouamama. Bonjour. Vous êtes sociologue et militant associatif, l'auteur du livre intitulé Planter du blanc, chronique du néocolonialisme français publié aux éditions Sileps. Alors aujourd'hui on va donc faire un entretien sur la situation à Mayotte et un petit retour historique sur la situation des Comores plus globalement. La nomination de Manuel Valls comme ministre des Outre-mer dans un contexte de crise à Mayotte, quel message cela adresse-t-il aux populations métropolitaines et ultramarines? Alors il faut déjà souligner et remarquer que ce nouveau gouvernement, qui est constitué avec l'aval du Rassemblement national, euh, dans le seul espoir d'éviter une motion de censure, ne change pas grand-chose sur la question de Mayotte. Le constat immédiat, c'est le recyclage d'anciennes voitures comme Valls, Borne, Darmanin, Retailleau, qui ont tous contribué sur la question de Mayotte à créer la situation actuelle. Concernant Manuel Valls en particulier, il faut rappeler que ce n'est pas un inconnu sur la question des Outre-mer en général, comme il les appelle, ou sur la question de Mayotte. Il était déjà chargé de ce dossier à Matignon, et il a toujours défendu l'idée, par exemple, pour la Kanaki, de la révision des listes électorales pour éviter que les indépendantistes ne l'emportent démocratiquement par la voie des urnes. Et c'est ce qui provoque aujourd'hui la crise en Kanaki. En ce qui concerne Mayotte, en 2015, il visitait l'île de Mayotte en offrant comme seule perspective qu'une augmentation des forces de l'ordre. Son analyse à l'époque était de dire que le problème à Mayotte, c'était l'immigration et l'insécurité. Bref, toute la dimension économique, toute la dimension politique était évacuée. Il ne restait pour lui que ces deux questions qui étaient consubstantiellement liées, qui étaient l'immigration et l'insécurité. Et donc Manuel Valls ne va pas changer grand-chose dans l'approche de Mayotte, puisque le paradigme reste exactement le même. Ne pas aborder les raisons profondes de la crise à Mayotte, mais se contenter des conséquences qui sont une immigration effectivement importante, et d'autre part l'insécurité que peut provoquer la situation économique de l'île. Et que pensez-vous du personnage de Manuel Valls qui évoque un grand rejet au sein des populations, que ce soit en métropole ou en Outre-mer? Ça indique tout simplement dans quel état de crise politique nous sommes ici. C'est-à-dire que pour former une majorité, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre et on prend ceux qui peuvent à la fois rester dans une cohérence de fidélité à Macron, et, quitte à prendre pour cela des gens qui sont passés allègrement d'un parti à l'autre. Donc on a vraiment une majorité mayonnaise aujourd'hui qui n'a comme fond politique que simplement d'être des serviteurs d'un chef d'État qui est en crise politique. Donc on va essayer d'évoquer un peu la situation historique de Mayotte. Pouvez-vous donc expliquer brièvement l'histoire de Mayotte avant la colonisation française? Il faut d'abord souligner que l'ensemble des îles des Comores, et pas seulement Mayotte, se caractérise par, entre elles, une absence de différence sur les plans culturels, sur les plans religieux, sur les plans linguistiques, sur les plans économiques. Tous les facteurs géographiques, économiques, flux de population, culture, langue, etc., tous ces facteurs attestent d'une unité de l'archipel avant la colonisation. Si on prend par exemple comme référence le grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Larousse, il mentionne Mayotte sous la forme suivante. Je cite, les Comores sont un groupe d'îles d'Afrique comprenant 4 grandes îles qui sont Mayotte, Anjouan, Mohéli et la Grande Comore. Comme on le voit, les observateurs de l'époque jusqu'au XIXe siècle ne font aucune distinction entre les 4 îles qui apparaissent dans une cohérence sociale, dans une cohérence du tissu social, dans une cohérence de l'histoire politique. Bref, c'est une histoire commune qui se joue. Les indicateurs de cette unité de l'archipel sont effectivement légion. On peut en donner quelques-uns juste pour souligner. La distance entre Mayotte et l'île voisine d'Anjouan n'est que de 75 km. Les habitants des 4 îles parlent la même langue, le Shkomori, qui se subdivise en 4 dialectes, comme dans beaucoup d'autres nations où une même langue se subdivise en plusieurs dialectes. L'islam sunnite, et plus particulièrement l'école chaféite, est également prédominante largement sur les 4 îles. Une partie importante du peuplement de Mayotte est issue des habitants des Grandes Comores,
fuyant dès le XVIe siècle les chasseurs d'esclaves que sont les Portugais. Bref, on a toute une série d'indicateurs qui soulignent que ces 4 îles font partie d'une même cohérence politique. Et pourtant, 2 mois, même les chefs d'État français, même les responsables français, avant que de détacher Mayotte de la nation comorienne en 1974, eh bien 2 mois avant ce détachement, 2 mois avant le coup de force qui va aboutir à retirer Mayotte des Comores, eh bien le chef d'État français, Valéry Giscard d'Estaing, déclarait la chose suivante, je cite, « C'est une population qui est homogène, dans laquelle n'existe pratiquement pas de peuplement d'origine française, ou un peuplement très limité. Est-il raisonnable d'imaginer qu'une partie de l'archipel devienne indépendante et qu'une île, quelle que soit la sympathie qu'on puisse éprouver pour ses habitants, conserve un statut différent? Je crois qu'il faut accepter les réalités contemporaines. Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Nous n'avons pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de briser l'unité de ce qui a toujours été l'unique archipel des Comores. » C'est le président Valéry Giscard d'Estaing qui dit ça, et qui 2 mois après, eh bien, par un coup de force, va confisquer Mayotte à la Fédération des Comores. On a donc une unité sociologique qu'il faut, bien entendu, distinguer de l'histoire politique. Pendant de très longs siècles, avant la colonisation, l'ensemble des Comores, chacune des îles des Comores sont dirigées par des sultanats locaux, des sultanats distincts, île par île, comme dans beaucoup d'endroits dans lesquels la structure féodale était dominante. Et donc on a des sultans différents d'une île à l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas affaire au même peuple ni aux mêmes réalités. Et donc à chaque fois que l'on nargue de ces sultanats différents pour justifier une histoire séparée de Mayotte des autres îles, on commet un mensonge historique puisque c'était l'ensemble des nations qui étaient, y compris ici en Europe, qui avaient ces formes de pouvoir. Saïd Bouamama ? Oui. Oui, on précise juste tout d'abord, hein, pour faire un petit point géographique. Donc les Comores, dont Mayotte faisait partie historiquement, sont situés au sud-est de l'Afrique, entre le continent et Madagascar. C'est bien ça ? Absolument. Autrement dit, ce qui s'est joué aux Comores, on pourrait, si on fait une comparaison, imaginer qu'on décide que l'Auvergne doit devenir un État indépendant, parce que jusqu'au XIIIe siècle, eh bien, l'Auvergne a eu une forme de pouvoir spécifique, a eu un roi spécifique, a eu un responsable politique spécifique. C'est exactement ce que le gouvernement français va faire en 74, en décidant que Mayotte n'était pas comorienne. Et comment et pourquoi Mayotte est-elle devenue un territoire français en 1841 ? Alors, là aussi, la colonisation de Mayotte, comme des autres îles des Comores, s'inscrit dans la grande ruée coloniale vers l'Afrique du XIXe siècle. C'est au moment où l'Europe regarde vers l'Afrique et commence à se diviser comme un fromage ce continent que va se réaliser la colonisation et de Mayotte et des autres îles. Cette ruée, elle oppose bien entendu toutes les puissances européennes, mais plus particulièrement, elle oppose la France et la Grande-Bretagne, qui sont les 2 grands empires coloniaux les plus importants. Et donc, ce sont les 2 rivaux pour la domination du monde, et ils vont se faire la guerre, et c'est ce qui va déboucher sur la colonisation de Mayotte. Le contexte, c'est aussi celui des défaites de Napoléon, qui va conduire au traité de Vienne en 1815. Les vainqueurs britanniques vont, dans ce contexte-là, imposer dans le traité de Vienne leur mainmise sur un certain nombre de bases stratégiques en Afrique. Ce fut le cas de la ville du Cap en Afrique du Sud, ce fut le cas de l'ensemble de la pointe de l'Afrique, ce fut également le cas des îles qui étaient auparavant hollandaises, de Tobago et de Ceylan, l'actuel Sri Lanka, et ce fut également le cas des anciennes colonies françaises qui étaient les Seychelles et Maurice. Et c'est pour compenser cette perte de points stratégiques pour les routes commerciales du continent africain que la France va se replier sur Mayotte, sur l'ensemble des Comores, et va jeter son dévolu sur les Comores et sur Madagascar. Et elle va le faire en profitant des conflits entre le sultan de Mayotte et ceux de l'île voisine de Mohéli et de l'autre île d'Anjouan, et aussi des conflits avec la royauté malgache. Ces royautés sont soutenues par l'Angleterre, et donc la France va venir soutenir les opposants, et cela va déboucher sur une mise en dépendance de ces sultanats vis-à-vis de la puissance française, qui va déboucher en 1841
par un sultan qui est complètement dépendant de la France pour sa défense et qui va finir tout simplement par faire un acte de vente. Donc le sultan va vendre l'île de Mayotte à la France contre une rente viagère de 5000 francs. Et c'est bien une vente, on a vendu un peuple et une île, et la France a accepté cela. Les termes du traité sont explicites, je voudrais pour les auditeurs les citer parce qu'ils sont d'un cynisme qui montre jusqu'où peut aller le colonialisme. Est-ce que ce sultan, c'était seulement le sultan de Mayotte ou Oui, de toutes les îles des Mayotte, Comores? de Mayotte uniquement. Très bien. L'article 1 de ce traité de vente, puisque c'est une vente, dit la chose suivante. Le sultan Andrian Souli cède à la France, en toute propriété, l'île de Mayotte qu'il possède par droit de conquête et par convention, et sur laquelle il règne depuis 13 ans. Quant à l'article 2, il donne le prix de cela. En retour de la présente cession, le gouvernement français fera au sultan Andrian Souli une rente viagère de 1000 piastres. Cette rente, qui sera payée par trimestre, ne sera pas réversible sur les enfants du sultan. Andrian Souli, mais 2 de ses fils pourront être envoyés à Bourbon pour y être élevés aux frais du gouvernement français. Voilà comment on traitait les peuples et les pays au moment de la ruée coloniale. On a vendu un peuple et un pays comme si on vendait un camembert. Et c'est comme cela que Mayotte devient la plus ancienne île des Comores à devenir colonie française. Il faudra attendre, et c'est important de l'avoir en tête, ce décalage, il faudra attendre 4 décennies, plus de 40 ans, pour que les autres îles acceptent, toujours sous la pression militaire française, de devenir des protectorats. Cela est fait en 1886, avec les sultans d'Anjouan, de la Grande Comore et du Mohéli, qui acceptent sous la contrainte de devenir des protectorats français. La France est donc présente à Mayotte 40 ans avant sa présence dans les autres îles, et cela aura une importance sur son impact sur le tissu social de Mayotte, sur un impact sur l'infrastructure administrative, et la France va donc prendre Mayotte comme étant quasiment le centre des Comores, et va construire Mayotte comme centre administratif, comme centre politique, mais également comme centre de domination. Bien entendu, le statut de protectorat est en fait une euphémisation, c'est en réalité une colonie. Les sultans qui restent dans les 3 autres îles que Mayotte, puisque Mayotte n'a plus de sultan, puisque il est parti en échange de 5000 francs, le sultan ne sont que des pantins. En réalité, ils sont sous l'autorité d'un gouverneur français qui vit à Mayotte et qui travaille à Mayotte et qui délègue un certain nombre de résidents pour gérer les autres îles. Et cette histoire-là nous explique pourquoi l'ancienneté plus grande de la colonisation à Mayotte va faire que cette île va devenir l'outil de la gestion coloniale de l'ensemble des Comores. Les Comores vont prendre ainsi comme nom de manière significative. En 1892, on les appelle Mayotte et ses dépendances. Donc, dès le début, le colonisateur n'a pas traité les 4 îles de manière égale. Il ne les a pas considérées comme 4 entités d'un même territoire, mais a considéré qu'il y avait Mayotte et les autres qui étaient en dépendance. Et cette ancienneté plus grande va donc donner à la France une influence beaucoup plus importante sur les notables locaux de Mayotte, avec effectivement une alliance, et y compris des prébendes. On va payer ces notables locaux, on va leur donner des avantages qui vont en faire des alliés du colonialisme français. Quelle a été l'influence de la colonisation sur les structures politiques et sociales de l'île? Alors, à partir du moment où l'île est construite comme centralité pour l'ensemble des Comores, à partir du moment où on estime que le pouvoir doit se situer à Mayotte et pour gérer l'ensemble des Comores, il va bien falloir effectivement avoir une alliance plus poussée avec les notables de Mayotte qu'avec ceux des autres îles. Autrement dit, on va avoir une politique visant à privilégier les notabilités de Mayotte dans l'accès à la scolarité, dans l'accès à un certain nombre de postes, etc. Et donc on va construire Mayotte de manière discriminante par rapport aux autres îles, comme étant une île qui est n'appartenant ni au pouvoir des Blancs, ni étant au même niveau que les autres. Autrement dit, on va avoir une politique du diviser pour mieux régner, avec une gestion spécifique de Mayotte qui va conduire à cette idée d'une proximité plus forte. Au niveau identitaire, cela va avoir un impact important pour une partie de l'élite
de Mayotte, qui va être dans ce que l'on peut reprendre avec Frantz Fanon dans le syndrome du nègre blanc. Autrement dit, être dans une logique de se sentir plus proche du colonisateur et de s'éloigner des autres colonisés, en se considérant comme étant ni des sauvages comme ceux des autres îles, et au service du colonisateur. Bref, on va avoir intériorisation d'un sentiment de coloniser qui va faire que cette île va toujours être un point d'appui pour le colonisateur français. Donc dans cette île spécifiquement, ils vont fonder ils vont former une élite bourgeoise qui va leur servir en tant que supplétif pour la colonisation sur place. Contrairement aux autres îles des Comores où ils l'ont beaucoup moins fait, c'est bien ça. Absolument. Très C'est bien. quelque chose de très fréquent au moment de la colonisation. Hein. Tous les colonisateurs ont utilisé ce type de fonctionnement. Au Maroc et en Algérie, on a eu l'idée, même si ça a été un échec, de la spécificité berbère, avec cette idée de diviser les peuples algériens et marocains entre arabes et berbères, avec l'idée que les berbères étaient plus proches de la civilisation occidentale que les autres et qu'on pouvait s'appuyer sur eux. On a eu, pour le colonisateur belge, la même démarche au Rwanda, ce qui va donner cette division Tutsi-Hutu, où on va avoir une gestion différente des Tutsis et des Hutus pour justement hiérarchiser et gérer la colonie. Donc c'est quelque chose de très fréquent. En ce qui concerne les Comores, ça a été entre Mayotte et les autres îles. Saïd Bouamama, comment Mayotte a-t-elle choisi de rester française tandis que les autres îles des Comores accédaient à l'indépendance et pourquoi? Alors au moment où la grande vague de décolonisation arrive dans cette région et dans les années 70 en particulier, on va avoir une mobilisation très forte de l'ensemble du peuple des Comores et qui, pour l'indépendance, ça va se traduire dans les premiers, lorsque le référendum d'autodétermination est mis en place, ça va se traduire par une majorité, une extrême majorité, plus de 90% qui votent pour l'indépendance. Et à ce moment-là, il y a une campagne médiatique, une campagne politique qui est menée, en s'appuyant d'ailleurs dès l'époque sur l'extrême droite, et à l'époque c'était l'Action française, donc une organisation royaliste et fasciste qui mène la campagne là-bas. Et le contenu de la campagne à Mayotte, c'est si vous accédez à l'indépendance, vous allez perdre cette première place que vous avez au sein des Comores. Ça va se traduire par un déclassement social et donc la peur du déclin. On va mettre en avant l'idée que l'indépendance aboutira à une paupérisation, aboutira également à perdre la place privilégiée qu'avait Mayotte par rapport aux autres îles. Et cela va fonctionner pour une partie des habitants de Mayotte. Et ceux qui étaient, malgré cela, malgré cette campagne pour l'indépendance, eh bien, vont être l'objet d'une répression extrêmement importante avec de très nombreuses expulsions, ce qui fait qu'au moment du référendum spécifique que va mettre en place la France, puisqu'elle n'accepte pas le référendum général et elle refait un référendum spécifique à Mayotte, en réalité, les opposants ont été réprimés, les opposants ont été expulsés. Autrement dit, on a viré les indépendantistes et on a fait voter ceux qui étaient déjà loyalistes vis-à-vis de la France. Et il ne faut donc pas s'étonner que la majorité, après, décide de rester français. Actuellement, il me semble que c'est une population estimée à plus de 300 000 habitants, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, justement, quel était l'intérêt stratégique et économique pour la France de maintenir Mayotte sous son administration? Alors cette question est essentielle, c'est la question centrale. C'est la question centrale, sinon la France n'a aucun intérêt à se maintenir dans ce territoire. Ce ne sont pas les richesses économiques immédiates des îles des Comores qui sont déterminantes. Ce qui est déterminant, c'est la situation géographique. On est en plein cœur de l'océan Indien. C'est l'endroit de l'essentiel des routes de navigation de l'océan Indien. Et donc c'est cette place géostratégique qui va être essentielle. Cette place géostratégique, elle se joue bien entendu au niveau des routes commerciales et elle se joue au niveau militaire. C'est ce qui va d'ailleurs expliquer que on va installer une base militaire française dans la région, puis on va la transmettre une fois qu'on s'est accaparé Mayotte, on va la transférer à Mayotte. Ça c'est au niveau des enjeux géostratégiques. C'est d'autant plus important que par ces routes commerciales passent
les gros navires transporteurs de pétrole et de gaz. Et on est dans les années 70. On est dans les années 70 où on a eu, du fait de la guerre avec Israël, entre les pays arabes et Israël, où on a eu pour la première fois les pays producteurs de pétrole qui ont bloqué la production de pétrole, qui ont bloqué la circulation, qui ont bloqué le canal de Suez. Et donc cette route-là devient encore plus importante en cas de blocage du canal de Suez. Et donc c'était aussi une manière de garder la main de garder la main si jamais ces pays producteurs de pétrole décidaient d'avoir une politique autonome et décidaient d'exercer des pressions dans les négociations sur le prix du pétrole par l'intermédiaire de la circulation vis-à-vis du canal de Suez. Donc on est là dans quelque chose qui est essentiel pour les pays occidentaux et en particulier pour la France. À cela va s'ajouter, mais c'était pas le cas au moment de l'indépendance des Comores, ça va venir après, mais ça vient renforcer les raisons pour lesquelles la France, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas prête de partir. Dans les années 2000, on va découvrir d'énormes gisements de pétrole et de gaz dans le canal du Mozambique, qui est à proximité de Mayotte. Et donc, ça va devenir un enjeu, cette fois-ci, économique. Et enfin, ce pétrole et ce gaz se trouvent dans la mer, et la possession de Mayotte, comme la possession d'ailleurs d'autres petits îlots dans le coin qui appartiennent normalement à Madagascar, qui sont les îles Éparses, qui sont vraiment des îlots tout petits, ils font 43 km² ensemble, mais ils donnent accès, du fait du droit international, à ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, c'est-à-dire le droit d'exploiter les richesses de la mer qui les entoure. Eh bien, Mayotte et ces îles permettent à la France de prétendre accéder à ces sources de pétrole et de gaz qui sont dans le canal du Mozambique. Donc on a des enjeux qui étaient initialement géostratégiques et qui maintenant sont géostratégiques et économiques, qui font que la France n'est pas prête de quitter la région. Alors sur le plan, j'ai oublié quelque chose encore, sur le plan militaire, les enjeux sont aussi très importants aujourd'hui, puisque nous sommes dans une période historique où la France est contrainte de fermer un certain nombre de bases militaires sur le continent africain. Du Niger, Mali, Burkina, Tchad, Sénégal, voilà autant de pays qui, en l'espace d'1 ou 2 ans, ont exigé que la France retire ses forces militaires. C'est dire que la base que possède l'armée française à Mayotte, qui n'est pas présentée comme une base extérieure, puisque Mayotte est officiellement français d'après l'État français, eh bien, est essentielle pour le contrôle du continent et pour contrecarrer la montée des rivaux, et en particulier de la Chine. On précisera donc qu'à l'époque, dans les années au 19e siècle, le canal de Suez n'avait pas encore été percé, donc il y avait un besoin économique et stratégique de garantir les voies commerciales en direction de l'Inde. Alors, comment cette décision donc de l'indépendance a-t-elle été perçue par les autres îles de l'archipel des Comores? Comme tous les peuples qui ont été colonisés, l'attachement à l'intégrité nationale, l'attachement à l'unité nationale est bien entendu important. Autrement dit, les autres îles des Comores ont perçu cela comme étant un véritable coup d'État, un coup de force de l'État français, contraire au droit international, et effectivement contraire au droit international, puisque l'ONU inscrivait l'intégrité territoriale de l'ensemble des 4 îles comme étant la condition, comme devant accompagner l'indépendance. Donc la France est aujourd'hui hors la loi par rapport aux décisions des Nations Unies. Chaque année, une résolution des Nations Unies vient rappeler que Mayotte est comorienne et que la France doit donc restituer Mayotte aux Comores. Et malgré cela, eh bien, cela n'est pas fait. Et donc, on a du côté des peuples des Comores cette idée que le colonialisme français, par la force, veut rester là par la force. Ce sentiment-là est tellement fort du côté des 3 autres îles comoriennes que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, tous ceux qui se sont succédés, y compris certains qui étaient très très proches de Paris, sont contraints d'afficher publiquement la revendication du retour de Mayotte aux Comores. On a des gouvernements qui ont été mis en place par des coups d'État venant de Paris, et pourtant, ils étaient contraints, s'ils ne voulaient pas provoquer une révolte populaire massive, de continuer à exiger que Mayotte rejoigne les Comores. Alors bien sûr, ils le faisaient
de manière démagogique pour certains, pour d'autres de manière sincère, mais le simple fait que tous les gouvernements soient contraints de faire cela indique l'attachement du peuple comorien dans sa globalité au fait que Mayotte est une île comorienne et devrait appartenir à la Fédération des Comores. Quel est l'état des relations entre les Comores et la France depuis donc l'indépendance de Mayotte? Alors là, on a une chronique, Pardon, l'indépendance des Comores, pardon. oui. Pardon. Là, on a une chronique de la France-Afrique. On a une chronique des sales coups que peut faire le colonialisme, mais qui vraiment se sont succédés. En fait, l'État français était conscient que la force ne suffirait pas à maintenir longuement Mayotte au sein du territoire français, de la République française. Il a fallu donc rajouter une seconde dimension à la politique française, outre de s'être accaparé Mayotte. Et cette seconde dimension, ça va être l'organisation de l'instabilité des Comores. L'organisation à tout prix d'un impossible développement économique aux Comores. Comment va-t-elle faire? Eh bien, elle va le faire en envoyant quelqu'un qui est très connu, qui est un mercenaire qui a participé à de très nombreux coups d'État en Afrique, qui va organiser de manière successive toute une série de coups d'État aux Comores, ce qui fait que les Comores n'ont pas eu de stabilité pendant très longtemps. On va donc avoir le premier président qui va être assassiné au bout d'un mois, et cela va donner naissance à un coup d'État organisé par Bob Denard, par ce fameux Bob Denard, qui va imposer Abdallah, un président de la République. Cet Abdallah va être considéré plus tard comme ayant trop exigé que Mayotte revienne aux Comores. Eh bien, on va organiser un second coup d'État. Et donc, on va avoir comme cela la succession de 3 coups d'État, plus l'organisation. Et quand je dis cela dans le livre, je montre que l'état des savoirs au niveau de la recherche scientifique indique que la France a été mouillée dans ses coups d'État, a dirigé ses coups d'État, mais également l'organisation d'un processus de sécession des îles d'Anjouan et de Sohéli. Autrement dit, on va organiser des mouvements qui vont appeler à l'indépendance de ces îles. Là aussi, ça va durer jusqu'en 2008. Et donc les Comores vont se retrouver dans une situation dans laquelle ils n'ont pas de stabilité gouvernementale, avec des preuves que l'on a aujourd'hui que ce sont des mercenaires liés à l'État français qui ont fait cela. Bien entendu, une telle situation ne permet pas un développement économique et entraîne une augmentation de la paupérisation. Et cela va faire que la situation dans les Comores va être une situation de déclassement, de paupérisation massive, au même moment où à Mayotte, malgré que c'était la pauvreté, et c'est effectivement Mayotte c'est très pauvre, mais c'est très pauvre, cette pauvreté n'est pas comparable à ce qu'ont connu les Comores du fait de cette instabilité organisée. Pour venir donc à la situation actuelle, quelle est l'approche adoptée pour la gestion du principe de laïcité dans le contexte socio-culturel spécifique de Mayotte? Alors là, on est dans le témoignage de l'hypocrisie de nos gouvernements, puisque nous avons une approche de la laïcité en France qui est une approche agressive, une approche qui tend à déifier la laïcité comme étant une norme incontournable avec une sévérité, etc. Tous les débats, les auditeurs les ont suivis, j'imagine, depuis 2004 sur l'affaire du foulard, cette idée que il y aurait un danger pour la République du fait de pratiques de musulmans communautaristes, etc. Eh bien, cette approche agressive ici en métropole, à Mayotte, comme la très grande majorité, que plus de 90% de la population est musulmane, eh bien, on va avoir une toute autre approche. On va avoir une approche qui est une approche qu'on va dire par accommodement, où on va considérer que cette laïcité, les lois de laïcité agressives qui sont votées ici, doivent être adaptées à la réalité locale. Par exemple, à Mayotte, on distingue le voile cultuel et le voile culturel. Le premier est rejeté, puisque la loi française interdit le voile à connotation religieuse. Par contre, le voile culturel, il est accepté. On se demande vraiment comment ils font la distinction entre les deux. Bref, on a une approche qui est hypocrite, qui est l'obligation pour garder Mayotte de prendre en compte
le caractère massif de la religion musulmane à Mayotte, et cela conduit donc à un double discours sur la laïcité, l'une pacifiée par accommodement là-bas, et l'autre agressive et d'imposition ici. Pour parler du voile, il est quand même interdit à l'école, non? Alors, le voile cultuel est interdit, mais le voile culturel est accepté. D'accord. Allez faire la différence. C'est intéressant de le signaler. Pour revenir à la question précédente, vous évoquiez un peu la situation socio-économique structurant le territoire de Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu en détail la situation actuelle, comment vivent ces populations, quelle est la situation de l'éducation, des services publics, la sécurité, l'immigration, ce genre de choses? Alors, tous les indicateurs sont au rouge si on les compare aux autres départements français. Mayotte est le département français qui subit la paupérisation la plus grave. Au niveau économique, l'ensemble du fonctionnement de l'économie est en dépendance complète avec une métropole qui est à des milliers de kilomètres. Bien entendu, il n'y a aucune autonomie alimentaire et il n'y a pas de développement économique. Les rares emplois qui existent sont des emplois de la fonction publique. Donc on a une situation classique du mode de production colonial, du mode de dépendance coloniale. Le département est également celui qui est le moins doté en infrastructures, en services publics, etc. Et donc, on a des situations avec des chiffres alarmants en termes de nombre d'hôpitaux, de nombre de services publics, d'infrastructures de transport, etc. Troisièmement, on a une discrimination sur les droits sociaux et sur les minima sociaux, qui ne sont pas du même niveau qu'en métropole. Bref, on a affaire à une île que l'on prétend française, mais qui est traitée comme n'étant pas française. On a affaire en réalité à des Français entièrement à part et non à des Français à part entière. Et le séisme que vient de vivre Mayotte le révèle. En fait, c'est un révélateur de cette situation. Le cyclone. Si l'on compare par exemple à d'autres pays, je vais comparer à un pays qui a connu des séismes similaires et qui est lui-même en grande difficulté économique, qui est Cuba, dans lequel il y a eu des séismes similaires et dans lequel ces séismes ne provoquent pas de décès parce que il y a une politique publique de prévention, une politique publique de construction de logements adéquats aux risques climatiques, etc. Là, à Mayotte, les gens habitent dans des bidonvilles, ils habitent dans des espaces dans lesquels il n'y a aucune sécurité, alors que les dangers de séisme sont avérés et sont connus. Bref, on a une situation dans laquelle, au-delà des séismes, rien n'est prévu pour pouvoir gérer ces situations. En réalité, Mayotte apparaît comme la lanterne rouge de pauvreté dans la République française. Saïd Bouamama, comment interprétez-vous le fait que la majorité des électeurs ait exprimé son choix en faveur du Rassemblement national lors des différentes élections qu'on a vues ces dernières années? Soulignons d'abord que ça n'est pas un cas rare dans les situations de décolonisation. Je rappelle que une grande partie, par exemple, du peuplement européen en Algérie, qui étaient des Algériens, qui avaient grandi en Algérie, ont choisi l'OAS, c'est-à-dire un groupement fasciste, ce qui a d'ailleurs eu comme effet de rendre impossible le fait qu'ils restent en Algérie après l'indépendance, alors que du côté du Front de Libération Nationale, les indépendantistes, on espérait, en tout cas on développait la thèse d'une Algérie qui regrouperait et les Algériens et les Européens d'Algérie, mais ce choix d'aller du côté de l'OAS, qui était un groupe fasciste, a empêché a enlevé toute chance à cette solution. En réalité, c'est la peur du déclassement, la peur de la catastrophe, le discours sur le déclin qui a été mené pendant de très longues années, qui fait que cette peur-là conduit à l'idée que, ok, on n'est pas traité de la même manière que les autres départements français, mais c'est toujours mieux que dans les îles voisines, qui sont des îles dans lesquelles la pauvreté, pour les raisons qu'on a soulignées tout à l'heure, était particulièrement importante. Et n'oublions pas, je le disais tout à l'heure, que l'extrême droite
partout où il y a eu situation de décolonisation, à jouer sur cette peur du déclin, à jouer sur cette peur du déclassement et à tenter de l'instrumentaliser. À Mayotte, on a eu une action, c'est très peu connu, on a eu une action très longue et très forte de ce groupe, l'Action française, pour développer cette idée que l'indépendance serait la catastrophe économique, l'indépendance serait la misère immédiate, l'indépendance serait une catastrophe, une misère sans fin. Et cela va toucher des élites qui étaient déjà au niveau identitaire, des élites, mais aussi une partie importante du peuple qui ne voyait pas d'autre solution pour eux que de se maintenir dans cette dépendance coloniale. Merci Saïd Bouamama. Avez-vous un autre point à ajouter sur notre entretien ou sur la situation en général? Je voulais juste souligner que Mayotte est un des révélateurs de la poursuite d'une logique coloniale de l'État français, puisqu'il faut surtout, quand on parle de Mayotte, avoir en tête également les événements de Kanaki et les stratagèmes de l'État français pour changer les listes électorales du fait qu'ils ont peur que la majorité soit pour l'indépendance. Il faut avoir en tête les révoltes en Martinique et les répressions de ces révoltes qui sont des révoltes liées là aussi à la pauvreté et aux liens de dépendance coloniale. Bref, le lien entre l'État français et les Outre-mer reste aujourd'hui un lien fondamentalement colonial. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage donc Planter du blanc, chronique du néocolonialisme français, publié aux éditions Sileps, et du manuel stratégique de l'Afrique en 2 tomes aux éditions Investigation. Je remercie nos auditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission, à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt sur Mizan TV.